Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sur, épisode particulier aujourd'hui puisqu'on reçoit notre premier invité dans le podcast. C'est Lionel Bressfin, le coach de l'équipe de France amateur de MMA, qui est en direct de Manama à Bahreïn pour les championnats du monde amateur et qui nous a accordé une petite interview d'une dizaine de minutes juste avant les finales des deux Français, Manon Fiorot et Axel Sola, Cocorico. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Pas en face dans le cas, sur tes distances. Donne-moi la tête du reste, quand on passe à table. Première petite question, on va aller du général au particulier. C'est plutôt là tout ce qui est la partie en fait préparation. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que toi t'interviens par rapport à tous les athlètes en fait qu'il y a et dans le processus aussi de sélection pour justement les amener à Bahreïn? Donc le processus de sélection cette année, où j'ai choisi de parler directement au club, de sorte à ce que les clubs nous envoient leurs meilleurs combattants en fait, les amateurs qui étaient le plus susceptibles de faire des médailles. D'accord. Donc le choix des clubs s'est porté autour de clubs qui avaient l'habitude de travailler à l'international, donc avaient une bonne vision du MMA à l'international et qui avaient aussi pas mal d'expérience. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers des clubs parisiens, mais pas uniquement. Il y a aussi des clubs plus en province, dans le nord à Villeneuve d'Ascq, comme celui de Chabanka, ou même le Sambo à Marseille, la Team Apache à Lyon. Et pour Paris, le MMA Factory de Fernand Lopez ou la Snake Team de Cyril Diabaté. En fait. Ouais, bien sûr. Et par rapport aux objectifs, là, dans une interview, tu avais dit que c'était la plus grande équipe de France qui était assemblée. Est-ce qu'il y a des objectifs définis justement ou c'est plus des objectifs en fait médiatiques dans le sens faire parler du MMA et donner une bonne image? Les deux. En fait, on n'a même pas besoin de donner une bonne image, on a juste à donner une image, puisque pour moi, le niveau amateur en France, c'est quelque chose qui est très très propre, c'est encore très éducatif, on est loin de l'exubérance des professionnels comme on peut voir à l'UFC, c'est vraiment une toute autre ambiance. Et après, la particularité de l'équipe de cette année, c'est justement de pouvoir avoir des gens de tous les clubs de France en fait, et que en fait, le MMA français soit dans sa globalité représentée, aussi bien au niveau des garçons ou des filles que des provinciaux ou des parisiens en fait. C'est ça la grosse différence. Par exemple, tu vois, c'est le club de Nice, le Boxing Quad, Belgrade Casata, qui va proposer les deux finalistes de ce week-end en fait. Ouais. Ça, c'est tu vois, c'est en province, c'est pas des gens qu'on aurait eu l'occasion forcément de rencontrer si on avait fait uniquement des détections sur Paris. Donc ça veut dire qu'on a aussi des pépites en province qu'il faut aller chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, par rapport à Manon Fiorot et donc Axel Sola, est-ce que tu les attendais, toi, à ce niveau-là? Et est-ce que pour eux, il y a aussi un travail d'accompagnement éventuel, en fait, vers le monde professionnel? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis en contact avec les entraîneurs, donc soit directement parce que ils sont sur Paris, j'y habite et c'est facile de passer dans les salles, soit avec Aldric régulièrement par message, on fait des points d'avancement, des points opérationnels sur le travail réalisé par Manon ou même par Axel en fait. Donc il y a quand même un rapport étroit avec les clubs. Tu vois, j'ai eu Aldric encore hier, on visionne, lui il regarde les combats sur son côté à Nice. Moi, je regarde de mon côté, on fait nos recherches de notre côté, et après, on rapproche nos deux visions, et puis on met en place le game plan. L'avantage, c'est que lui, il travaille au quotidien avec eux, donc il les connaît très bien. Moi, je suis sur le terrain, on a une vision du MMA qui est similaire, on sait comment travailler sur le niveau amateur, et en fait, on travaille comme ça en collaboration, en fait. Et est-ce que tu peux me donner un peu plus quelques mots en fait de présentation en fait pour Manon Fiorot, donc là qui va être en finale aussi avec Axel, c'est les deux Français qui sont en finale. Est-ce que ça répond aux attentes parce qu'on sait qu'en 2016 c'était plutôt la découverte, là voilà finale. En fait, Manon, on l'a eu effectivement l'année dernière dans sa première participation directement sur les championnats du monde. À la suite des résultats réalisés l'année dernière, j'ai décidé de mettre en place un certain nombre de compétitions intermédiaires
pour nous préparer aux Europes, puis après pour nous préparer au monde de cette année. Donc Manon a pu participer aux Europes et on a pu voir sa progression, ne serait-ce qu'entre les Vegas et puis 6 mois ou 7 mois plus tard sur les Europes où elle fait quand même une médaille d'argent. Donc c'est-à-dire qu'elle a su tirer parti de ses erreurs réalisées justement en 2016 pour progresser encore, faire un podium en 2017 sur les Europes et à nouveau là une position de finaliste sur les mondes cette année. Donc elle a vraiment évolué. C'est une athlète qui vient du karaté à la base, qui ensuite s'est mise au MMA. Là, elle est partie chercher un titre de champion de France en K1, en kickboxing. Et puis elle, son vrai travail, c'est effectivement le MMA. Après, c'est sûr que c'est difficile déjà de trouver des combats amateurs pour les hommes. La CF MMA, on n'a pas non plus énormément de moyens financiers du fait du statut du MMA en France. Donc c'est vrai que pour elle, c'est pratique aussi de faire des compétitions dans des disciplines et continuer à se forger une belle expérience en pied-point. En fait. Et pour Axel, qui vient lui en fait de la boxe thaï, est-ce que l'objectif aussi c'est d'aller de se professionnaliser dans le MMA et d'en faire sa carrière? Oui, bien sûr, c'est un parcours similaire à celui de Manon. D'accord. Il est étudiant en STAPS à Nice. Bah, il avait été champion de France d'ailleurs en STAPS. Voilà. Ouais. Et lui, son but, c'est effectivement de passer pro. Après, le MMA amateur, c'est un fantastique tremplin, puisqu'ils peuvent travailler en toute sécurité avec des partenaires à leur niveau, et ça permet de se forger l'expérience, ce qui est un atout indispensable en fait pour faire une belle carrière pro. Faut pas oublier que les grosses organisations regardent aussi le charter en fait, c'est-à-dire le palmarès officiel. Et c'est ce palmarès officiel qui va déterminer justement l'intérêt des grosses organisations. Et est-ce que malgré justement la législation française vis-à-vis du MMA, est-ce que c'est facile de mettre en place des équipes et de pouvoir en fait mettre en place tous ces voyages, toutes ces infrastructures et toute la logistique en fait pour pouvoir amener les combattants de talent à un autre niveau, un niveau supplémentaire? C'est extrêmement difficile en fait. Pour nous là, la CFMMA, on bénéficie d'aucune subvention, aucun partenariat, aucun sponsor, malgré nos demandes répétées. C'est-à-dire que le MMA amateur ne fascine pas les foules. On a une vision, on est très très peu représenté, on est très très peu médiatisé. Donc c'est pour ça que je suis content de l'initiative en fait que vous avez pris. C'est sympa de parler de nous. Et après, nous on fonctionne avec les licences et on a aussi très peu de clubs qui jouent le jeu, qui prennent des licences chez nous. Or, une fédération ou une association, elle ne peut pas vivre sans adhérents. Donc là, pour organiser les championnats d'Europe et les championnats du monde, c'est compliqué. Pour organiser les combats en amateur, puisqu'il faut qu'on aille à l'étranger, c'est aussi compliqué. Et les détections, c'était aussi assez compliqué, puisqu'on ne peut même pas avoir d'assurance en France pour nous permettre d'organiser des sélections ou des détections. Dès qu'on demande à faire une détection dans un CREPS, du fait qu'on n'ait pas d'assurance, et un assureur ne peut pas nous assurer, puisque justement on est le MMA. Donc nous, on attend vraiment une avancée des institutions là-dessus, pour qu'on puisse continuer notre évolution sereinement et en sécurité, quoi. Comme tu disais, les athlètes viennent de différents clubs. Est-ce qu'il y a quand même une solidarité entre les différents clubs par rapport à ça et la notion que justement le monde amateur et ses différentes rencontres d'envergure peuvent être un tremplin pour leurs athlètes? Ouais, ça a été une très très grosse surprise. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là et à l'époque, il y avait une grosse équipe qui s'appelait la French Connection, qui était dans les années 2000 et il y avait des clubs et surtout des combattants de divers horizons qui se combattaient en Europe, à travers l'Europe en fait. C'est les premiers Français à être sortis et à combattre en pro en Europe. Et après, cet esprit s'est complètement perdu. Chacun a monté son école ou son académie. Et cette sensation d'unité, elle avait quand même un peu disparu. Il y a des maisons qui se parlent, d'autres qui ne se parlent pas tellement. Il y a aussi un grand jeu de rivalité, ce qui est très courant dans le sport. Mais par contre, lorsque j'ai proposé au club d'envoyer un athlète pour intégrer l'équipe de France, j'ai eu une réponse unanime en fait. C'est-à-dire que j'ai dû contacter une quinzaine de clubs en France et chaque club a répondu, donc à la hauteur de ses moyens. Certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'amateurs à proposer ou pas forcément dans les catégories que je demandais, mais au moins ils ont accepté de jouer le jeu et de proposer quelqu'un ou non pour les championnats. Et ça, c'est vraiment une très grande et surtout une très belle surprise. Donc ça laisse augurer le meilleur
dans une perspective justement de régularisation de notre situation. Aujourd'hui, en fait, la France a été 18e du classement mondial avant le début de la compétition des mondiaux. Comment t'expliques ça, toi ? En fait, c'est calculé en fonction du nombre de participants sur les championnats IMAF, que ce soit les Europes, ou il y a les championnats en Asie aussi, ou même les championnats du monde. En fonction du nombre de combattants et du nombre de tours passés, on récupère un certain nombre de points. Aujourd'hui, la CFMMA dispose donc de moyens réduits. On n'est pas capable d'aligner autant de personnes. C'est-à-dire que là, on fait 9, on a aligné 9 combattants, c'est parce qu'on avait vraiment calculé au plus juste pour pouvoir en présenter 9. Il faut savoir qu'aux Europes, on n'a pu en présenter que 2. Les autres Europes, l'année dernière, c'était pareil, 2. Donc nous, on n'est pas en capacité d'aligner suffisamment d'athlètes. Quand les Suédois alignent 14 athlètes et ils arrivent à réaliser 13 médailles, forcément, ça fait un rapport de points. Donc nous, notre travail, c'est aussi, si on veut remonter dans le classement, c'est de l'aligner un maximum d'athlètes. C'est pour ça que j'avais fait le choix de présenter 2 athlètes par catégorie. C'est-à-dire que je peux mettre, par exemple, 2,77 kg, 2,84 kg ou 2,93 kg. Bah là, c'est ce que j'avais fait pour maximiser nos chances de passage de tour. Plus on passe de tour, plus on récupère de points. Là, aujourd'hui, le Kazakhstan, ils sont arrivés avec la plus grosse délégation qu'ils aient jamais envoyée, mais c'est aussi pour remonter dans le classement. Ouais. Et est-ce que la Fédération internationale de MMA aide la France dans cette optique, en fait, d'en faire une place forte du MMA ? Oui, bien sûr. Là, cette année, il y a eu des enjeux assez importants. C'est peut-être le seul soutien qu'on a officiellement aujourd'hui. Ils nous ont vraiment facilité le travail pour qu'on puisse nous s'intégrer et intégrer les championnats du monde cette année. Donc, ça, c'est vraiment un sacré coup de pouce qu'ils nous ont donné. Et je pense que sans leur participation, on n'aurait pas pu présenter un effectif aussi grand que ce qu'on a fait là avec 9 participants. Et aujourd'hui, il y avait eu l'Assemblée Générale, justement, de la Fédération internationale. Ils ont parlé d'une volonté de mettre le MMA comme sport olympique en 2018 à Los Angeles. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de raisonnable, de faisable ? Parce que c'est quand même dans 11 ans. C'est une question à laquelle j'ai jamais réfléchi, en fait. Ok. Dans le sens où là, ce serait pas égoïste de dire ça, mais la plus grosse préoccupation que nous on a actuellement, c'est vraiment le fait qu'on puisse pratiquer en France. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, ça nous semble tellement loin la vision olympique ou la portée olympique quand on voit la difficulté qu'on a déjà à travailler sur le territoire national, que justement la finalité olympique, nous, c'est très difficile à percevoir. Et est-ce que des grands champions français, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit, par exemple Francis Ngannou qui va affronter Alistair Overeem à l'UFC 218, Tom Duquesnoy qui avait eu une belle couverture médiatique pour son dernier combat, ça on peut voir que ça au niveau de l'opinion publique, les gens commencent à justement avoir une bonne impression du MMA, de l'UFC en général. Donc ça avance. Oui, globalement, le problème qu'on a, c'est pas tant dans la popularité de notre activité, parce que justement, dans les clubs, on retrouve, comme je dis, toutes les classes socio-professionnelles, les gens de tous les horizons, il y a des clubs un petit peu partout en France, donc ça, c'est pas un souci. Le seul blocage qu'on a, il est vraiment au niveau de la réglementation et au niveau étatique. Donc la pratique en France est autorisée, c'est la compétition qui n'est pas autorisée, mais la perception de notre sport par le public, elle est globalement bonne. Maintenant, il faudrait qu'effectivement, au sein du ministère des Sports, cette impression, en fait, elle puisse leur être transmise, quoi. Que notre vision de l'activité puisse leur parvenir et que les regards changent par rapport à ce qu'on fait et notre manière de pratiquer. Est-ce qu'on peut avoir 2 petits pronos alors sur les 2 finales là, des Français ? Évidemment, là, on a disséqué les combats des adversaires respectifs de Manon et Axel. On vise l'or, bien évidemment. On a mis en place avec le coach une stratégie pour pouvoir justement aller chercher le métal précieux. Donc là, c'est ce qu'on va s'évertuer à faire. Je pense qu'on va la jouer très tactique, parce qu'on est face à des adversaires qui sont quand même très expérimentés. L'adversaire d'Axel a quand même 15 combats, donc 15 combats de MMA, donc c'est vraiment un adversaire qui sait travailler. Et puis l'adversaire de Manon est quand même aguerri sur le circuit finlandais. Donc là, on va jouer tactique, et puis je pense qu'on a en tout cas la solution au problème. Maintenant, on va tout faire pour la mettre en application.
Ok, bon bah super. Voilà, c'était le nouveau podcast du jour spécial MMA. Donc on va encourager nos Français cet après-midi à Bahreïn pour leurs 2 finales. Allez les Bleus, encore merci Lionel Brezin pour avoir été notre premier invité du podcast La Sueur. À plus, peace. I back it up. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite.